Bonjour, alors je m'appelle Maryse Willems et je suis responsable culturelle et pédagogique au Grand Tornu. Alors j'avais préparé, avant de venir, je parlerai de ce qui a été préparé, mais l'intérêt de ces rencontres, c'est toujours de rebondir sur ce qu'on a entendu. Alors je voudrais rebondir sur ce qu'on a entendu ce matin par rapport aux familistères et par rapport aux ateliers auxquels j'ai participé hier. Alors le Grand Tornu, je n'ai pas fait de présentation parce que vous allez le voir demain. Simplement quelques comparaisons par rapport aux familistères très rapidement, parce que je ne sais pas si ma guide vous en parlera réellement demain. C'est que le Grand Tornu a peut-être été considéré comme une utopie, mais pas une utopie phalanstère ni familistère, c'est-à-dire pas réellement d'idéal politique. Vous le verrez. Donc, c'est un ensemble d'ateliers, c'est un complexe industriel et urbanistique intégré. Donc, vous visiterez la partie industrielle et vous verrez les petites maisons qui se trouvent tout autour, à la périphérie. Petites maisons individuelles avec un petit jardin, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, il n'y avait pas de visée politique. C'était vraiment, on est à l'aube de la révolution industrielle, le libéralisme économique, et il faut produire. Néanmoins, ce qui est commun, c'est que le fondateur du Grand Tornu était issu d'une masse populaire, ses parents étaient agriculteurs, et même s'il agira comme un capitaine d'industrie, il faut avoir en tête, et vous l'apercevrez demain quand vous visiterez le site, c'est qu'il a été bercé par les idéaux révolutionnaires français, puisqu'il est né en 1774, et que donc ses parents, il a vécu son enfance et son adolescence dans ces idéaux révolutionnaires français, et puis les idéaux des philosophies des Lumières. Donc c'est très important de garder ça en tête pour demain. Mais bon, voilà, il n'y aura pas cette communauté, ce seront des maisons individuelles, mais il y aura néanmoins aussi un désir d'éducation. Et ça, c'est important pour les habitants de la cité ouvrière, école obligatoire pour les filles et les garçons à partir de 1810. Donc, théâtre, bibliothèque, mais c'était pas peut-être là dans un but éducatif, mais c'était pour que les habitants ne se dispersent pas dans les lieux de bois, dans les estaminets. Il y avait 100 débits de boissons pour 425 maisons, donc c'était quand même énorme. Et donc, évidemment, tout était fait pour que les ouvriers soient rentables pour le travail en début de semaine. Donc voilà, c'était quelques points de comparaison. Dernier point de comparaison, il y a un monsieur qui a parlé des lieux de culte. Il n'y avait pas de lieu de culte au Grand Tornu. Henri de Gorge, le fondateur, a demandé sa naturalisation après la Révolution belge en 1830. Et il était dans les archives du Sénat en Belgique, on l'a retrouvé de tendance libérale. En Belgique, à l'époque, il y avait deux tendances, parti catholique, tendance droite, parti libéral, tendance gauche, et il était franc-maçon. Donc voilà, c'était pour rebondir à ce qui a été dit ce matin, pour les points de convergence et de divergence, mais que vous aurez l'occasion de voir demain lors de votre visite. Autre chose, pour rebondir à ce qui a été dit hier et pour aborder la thématique de ce matin, c'est que moi je viens ici, alors le Grand Tornu n'est pas un écomusée, puisque vous êtes tous écomusés, d'après ce que j'ai entendu. Le Grand Tornu n'est pas un écomusée, et je vais même dire il n'est pas un musée. Vous aurez l'historique demain, mais pour replacer le contexte, c'est que quand le charbonnage a fermé, en 1954, il a été racheté par un individuel, un architecte, qui en a été propriétaire jusqu'en juin 89, date à laquelle la province du Hainaut, donc l'équivalent de vos départements, je pense en France, a racheté le bâtiment. Qu'allait-on en faire ? Un musée, alors bien sûr un musée de la mine a germé chez beaucoup, mais ce n'était pas intéressant pour nous dans la mesure où on n'a pas retrouvé, nous n'avions plus de matériel. Lorsque le charbonnage a fermé en 1954, tout le matériel, donc les châssis à molettes, ce qu'on appelle peut-être les belles fleurs en France, tout ça a été démantelé, vendu aux marchands de ferraille au poids.
Donc nous n'avions plus que les beaux bâtiments que vous verrez demain, qui sont des bâtiments d'architecture néoclassique. C'est ce qui fait la spécificité du Grand Ornu, un peu comme Arc-et-Senans, si vous voulez, hein, ce style néoclassique. Et refaire un musée de la mine nécessitait de redemander du matériel à d'autres charbonnages. Vous savez que la Belgique est petite, donc on la traverse en 1h30 et que nous avons des charbonnages à proximité tels que Bois du Luc, près de la Louvière, Bois du Casier, Marcinelle, Blény, près de Liège, et de l'autre côté de la frontière, le Ward. Et donc, nous préférons travailler en réseau et envoyer nos visiteurs qui sont vraiment intéressés par ce domaine de la mine dans ces musées qui possèdent encore ce matériel. C'est beaucoup plus intelligent que de refaire un énième musée de la mine. Donc, lorsque la province du Hainaut est devenue propriétaire, il y a eu une réflexion pour savoir ce qu'on allait faire du Grand Ornu, excepté un musée de la mine. Et on a réfléchi sur les caractéristiques du 19e siècle, donc lieu de patrimoine, lieu culturel, lieu esthétique, par la beauté des bâtiments, lieu d'économie nouvelle, lieu de technologie nouvelle, puisqu'on vous expliquera demain que De Gorge a été un des premiers à installer le chemin de fer en Belgique et a utilisé les machines d'Exor. Et donc, à partir de ces caractéristiques-là, on a essayé de développer des axes de développement pour le futur. Et donc, forcément, il n'y a pas eu de musée du Grand Ornu. Et c'est là où je voudrais en venir, c'est lorsqu'on parle de collections. Hein, donc le titre de ces interventions, c'est relire nos collections sous le prisme des enjeux sociaux et écologiques. C'est que nous, les collections, par rapport à ce que j'ai entendu parler lors des discussions d'hier, c'est qu'on n'a pas de collections comme vous avez dans vos musées, ou en tout cas dans les écomusées. Moi, lorsque je vais vous parler des collections, ce sont des collections de design que nous avons et de nos expositions. C'est en cela que j'interviendrai ici au niveau des collections. Un petit mot, pourquoi le design? C'est qu'on s'est rendu compte que finalement, dans la réhabilitation du lieu, la personne qui pouvait faire le lien entre le Grand Ornu du 19e et le Grand Ornu actuellement, qui était un lieu où on pouvait avoir deux maîtres mots qui étaient l'art et l'industrie finalement, c'était le designer, un designer qui peut faire des produits à des millions d'exemplaires, des milliers, des millions, comme Martin Sekeli avec les verres Perrier, et des objets à exemplaires uniques comme des sacs chez Delvaux par exemple. Donc nos collections, ce sont des collections de design. Voilà pour ce que je voulais dire par rapport, pour rebondir à ce que j'ai entendu hier, les ateliers au cours desquels j'ai pu participer. Donc une remise au point, c'est que la collection pour nous, ce n'est pas une collection d'objets faisant partie d'un musée ou d'un écomusée, mais c'est des collections par rapport à une réhabilitation du Grand Ornu et des expositions que nous en faisons. Par rapport aux enjeux sociétaux et écologiques, moi je suis au Grand Ornu depuis 37 ans, donc j'ai vraiment vu l'évolution par rapport à la réhabilitation et par rapport à ce que le public immédiat, la société finalement, puisque ces maisons sont habitées, les maisons de la cité sont habitées, j'ai pu observer la position des habitants au tout début et à la position des habitants maintenant. Quand on est arrivé là, les gens qui étaient, il y a donc plus de 30 ans, des enfants, des héritiers des mineurs qui habitaient là, nous ont regardé d'un œil un peu sceptique et pas toujours très accueillant, parce que peut-être n'étant pas au courant de ce que nous allions faire, mais s'interroger, se demander pourquoi on voulait installer un lieu artistique et culturel dans un lieu où leurs parents et leurs grands-parents avaient vécu. Et ça, c'était vraiment un travail de compréhension qu'il a fallu faire de notre part, et en tout cas leur expliquer qu'on ne voulait pas du tout annihiler le passé de ce charbonnage, mais le faire vivre autrement, puisqu'on n'extrayait plus de charbon, et que comprendre le passé ne voulait pas dire s'appesantir sur le passé. Donc le passé nous servait de tremplin à faire revivre une région économique
assez défavorisé, un peu comme le nord de la France. On n'est pas toujours bien loti, puisque Meneaux Industries qui se sont cassés la figure au fur et à mesure du temps. Et donc là, l'enjeu sociétal était quand même important, parce qu'on s'est trouvé devant une incompréhension d'un public immédiat qui ne comprenait pas ce qu'on voulait faire. Pour eux, c'était très compliqué de s'imaginer qu'on allait faire revivre culturellement ce lieu qui était un lieu de pénibilité, en fait. Donc on a dû expliquer le travail, et ça c'était un enjeu, expliquer ce que nous allions faire, les expositions que nous allions faire, et les intégrer en tout cas à ce challenge finalement, même si les décisions ne venaient pas de la société immédiate. On a une direction qui choisit les expositions. Ce n'est pas collégial, on ne leur demande pas malheureusement leur avis. On essaie en tout cas de leur expliquer pourquoi nous faisons ça et quel est l'enjeu par rapport à eux, et maintenant par rapport à l'enjeu économique. Pourquoi maintenant par rapport à l'enjeu économique? C'est que il y a à peu près 30 ans, quand on a commencé les expositions de design, il faut dire que le Grand Ornu est connu internationalement dans ce domaine, c'est qu'on a fait des expositions de grands designers très très connus qui faisaient du design de produits. Donc la plus belle chaise, la plus belle table, voilà. Les choses ont changé. Depuis une décennie, on s'est rendu compte que on n'était plus dans la même temporalité, on n'était plus dans le même contexte économique, climatique, environnemental. Et là, on a eu un changement de direction qui a fait vraiment basculer la portée de nos expositions, et on s'est rendu compte qu'on était obligé de travailler avec des jeunes designers qui n'avaient plus du tout la même visée. Être designer maintenant, être jeune designer, c'est de s'intégrer dans le contexte non seulement économique, mais surtout environnemental, dans lequel les populations à venir seront obligées de se tenir, et en tout cas de vivre. Donc depuis maintenant les années 2018, on a fait des expositions. Et je reparlerai, on a parlé hier de Serge Latouche, quelques-uns d'entre vous ont parlé de Serge Latouche. Eh bien, on a fait en 2018 une exposition qui s'appelait Halte à la croissance. Donc se dire, hop là, il est temps de réfléchir, et on en a parlé hier, c'est pour ça que je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit hier. Stop, là, on ne peut plus considérer, refaire des produits, des objets. On ne peut plus faire un design d'objets. On est obligé de se positionner en disant, bon, on a une limitation des ressources, que faut-il faire? Et on a parlé beaucoup de la décroissance. On a eu des designers qui ont fait des installations où ils ont aménagé, par exemple, une chambre à coucher, et tous les jours, la designer soustrayait ce qui était finalement inutile, pour se dire, ben voilà, on peut peut-être se satisfaire de peu et faire du design avec peu. On a fait par exemple aussi une autre exposition en 2018 qui s'appelait Together, nouvelles architectures communautaires. Comment vivre autrement? Les territoires sont de plus en plus réduits. Est-on obligé d'avoir tout notre petit pavillon, notre petite villa individuelle avec un grand jardin? Ou est-on obligé peut-être maintenant, dans le futur, de vivre autrement et d'occuper l'espace différemment? Autre exposition, voilà, je vais pas être trop long par rapport à ça, mais une autre exposition qui s'appelait Nature morte, nature vivante, et de se dire, mais voilà, maintenant l'homme doit peut-être se questionner, être en symbiose avec la nature, et de savoir comment on peut procéder différemment. Plant Fever, qui était une exposition de design qui était non plus fixée, ou en tout cas les réflexions étaient des réflexions philosophiques vers un univers phytocentré et plus centré sur l'homme. Donc se dire maintenant on n'est plus seul au monde, il va falloir faire quelque chose.
et une exposition qui a été quand même très très importante, qui était après la sécheresse. Donc là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là, on est en pénurie d'eau et que peuvent faire les designers par rapport à ça. Donc vous voyez que par rapport à la thématique d'aujourd'hui, nos collections, c'est-à-dire pour nous nos expositions de design sous le prisme des enjeux sociaux et surtout écologiques, on a dû avoir depuis maintenant un petit peu moins d'une décennie une réflexion par rapport à ça. Et par rapport aux enjeux sociaux, comment intégrer la population, comment faire vraiment en sorte que la population immédiate, c'est-à-dire dans un premier temps la cité ouvrière qui entoure le Grand Ornu, mais aussi tout un chacun qui vit au Grand Ornu, puisse avoir une réflexion, alors peut-être pas nécessairement toujours philosophique, mais en tout cas une réflexion de terrain par rapport à ce que nous faisons. Eh bien, c'est par des activités, et c'est là que mon équipe est quand même très très importante, c'est des activités de médiation très très importantes. Alors on est venu par exemple il y a 2 ans au Familistère de Guise, on a emmené notre public ici, mais aussi on fait des conférences, des workshops pour expliquer à la population immédiate comment, alors pour désacraliser un petit peu ça, désacraliser le design, désacraliser notre lieu de patrimoine, parce que c'est un lieu où vous verrez demain, lorsque vous allez arriver au Grand Ornu, il y a une grande façade et des grilles, ça n'incite pas toujours à y pénétrer. Et voilà, il y a des tas d'activités, je ne vais pas être plus longue, mais des tas d'activités médiatiques transversales qui nous permettent d'expliquer ça. Et une dernière chose, c'est que c'est une forme d'éducation, bien qu'on ne se prenne pas pour les éducants et les éduqués, mais une relation d'égal à égal, mais il y a un travail qui commence à se faire par des petits, par les écoles, par les maternelles. Donc on travaille avec les enfants de 2 ans et demi, 3 ans, et il y a une adaptation, on leur en parlait tout à l'heure, de l'importance d'avoir des discours adaptés, par exemple pour les visites, avoir des visites pour les parents et peut-être des visites pour les petits, pour ne pas les ennuyer, pour ne pas... Voilà, c'est un travail que nous faisons avec toutes les écoles et avec les publics d'adultes. Voilà, je ne serai pas plus longue, l'histoire du Grand Ornu, vous verrez demain, mais vraiment, c'était pour vous expliquer que nos collections, qui ne sont pas des objets, mais des expositions, nous les présentons au public sous le prisme actuel des enjeux économiques, environnementaux, écologiques, et qu'il y a vraiment une interaction avec une population immédiate. Voilà, je ne serai pas plus longue, je serai à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci beaucoup.